Monsieur Vincent de Paul Massassa, votre entourage dit de vous que vous êtes un homme discret, un travailleur acharné. Ainsi, nous avons exploré votre parcours tous azimuts. Après avoir décroché le baccalauréat au collège Bessieux à Libreville, direction les États-Unis d'Amérique. Vous en reviendrez en 1989 avec un diplôme d'ingénieur des mines obtenu à New Mexico Institute of Mining and Technology. À partir de ce moment, vous faites valoir vos compétences dans les sociétés Tenenco Oil Gabon, British Gas Gabon, Perenco Gabon et Shell Gabon. Et comme s'il vous manquait quelque chose de plus, vous retournez aux USA pour rechercher et obtenir la qualification d'ingénieur production chez Halliburton à Oklahoma. Monsieur le ministre, on peut dire que vous êtes un amoureux de l'école avec un grand E. Vos études, vous les parachevez enfin à Calgary au Canada, chez Cased Hole Production Logging and Interpretation Computer Lab. Successivement, vous avez été directeur de la subdivision de l'administration des hydrocarbures à Port-Gentil en 2002 et 2009, directeur de l'exploitation à la direction générale des hydrocarbures en 2005, 2006 et 2010, directeur de l'exploitation, directeur de la subdivision à Lambaréné en 2012, 2014 attaché de cabinet du ministre du Pétrole, conseiller spécial du président de la République, chef de département pétrole, mines, énergie et industrie, directeur général des hydrocarbures en août 2017 et aujourd'hui vous êtes ministre du Pétrole, des mines et des hydrocarbures. Quel parcours! Et voici face à vous avec Vincent de Paul Massassa. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le ministre et bienvenue sur le plateau de Face à vous. Bonsoir. Bonsoir Marielle Billot. Bonsoir Manix, bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir madame. Monsieur le ministre, on a l'impression que vous avez tout obtenu dans les métiers du pétrole, des mines. Vous avez ce sentiment-là d'avoir tout obtenu? C'est plutôt la volonté de toujours aller de l'avant, d'exceller, ce qui revient à reconnaître que la corporation bouge et avec elle, il y a des développements nouveaux pour lesquels vous devez toujours vous arrimer. C'est ce qui m'a conduit. D'accord. Très bien. Je vous donne le programme, Monsieur le ministre, de ce numéro de Face à vous. On parlera dans la première partie de la nationalisation des secteurs mines, pétrole, gaz. Ensuite, on touchera donc l'économie et la diversification des secteurs pétroliers et miniers. Et dans cette partie réservée à l'interview, on va toucher un peu le pan social, la hausse des prix à la pompe. Et vous répondrez aux questions de vos compatriotes dans la partie des questions de population. Juste après, ce sera la seconde partie avec un débat. Vous allez donc échanger avec quelqu'un qui s'y connaît, qui est au fait. Ce serait donc un débat assez nourri. Vous êtes prêts pour qu'on démarre, Monsieur le ministre? Tout à fait. Allez, on va y aller, Marielle. On y va, Manix. C'est parti, face à vous. Monsieur le ministre, le plan d'accélération de la transformation entend prévenir l'après-pétrole et puisque nous sommes dans la diversification de l'exploitation des ressources, quels ont été les derniers chiffres de la production pétrolière au Gabon, Monsieur le ministre? La production pétrolière est stabilisée autour de 205 000 barils jour. Il s'agit pour nous ici, là, d'une production qui est en phase avec les exigences de l'OPEP parce que les quotas qui nous ont été prescrits par l'OPEP de manière volontaire font que nous ayons ramené notre production de 230 000 barils jour à 205 000 livres, c'est ce que nous enregistrons aujourd'hui. Monsieur le ministre, vous faites bien de le signifier avec cette volonté des pays membres donc de l'OPEP de baisser leur production par rapport à la crise sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui au Gabon, on peut espérer une relance de la production pétrolière? Il ne s'agit pas simplement de la production, de baisse de production à la suite de la crise sanitaire. Il s'agit plutôt d'une baisse de production à la suite des chutes des prix du baril, n'est-ce pas? Des cours du baril. Et donc, ceci nous a amené, au regard de la surabondance de fluides sur le marché, de revenir, n'est-ce pas, à réduire ces quantités. C'est ce qui a amené à ce qu'à l'OPEP, de manière collégiale, nous décidions d'une réduction des quotas. Et les quotas qui ont été évalués de l'ordre de 23% pour chacun des opérateurs producteurs volontairement. Nous pensons également que cette décision a eu des effets, un impact positif parce que en dessous de 20 $ le baril, le cours tel que nous avions été amenés à constater autour de mars-avril 2020, aujourd'hui nous nous trouvons à près de 70 $ le baril. C'est dire que les choses sont reparties de l'avance et aujourd'hui nous regardons simplement qu'effectivement il y a l'impact de la Covid qui aujourd'hui fasse que
les activités n'ont pas pleinement repris et donc la consommation d'énergie n'est pas encore à son apogée. Nous souhaitons et nous pensons que cela va certainement se réaliser d'ici les prochains jours avec, je dirais, les diminutions de cas de Covid que nous enregistrons. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut espérer un jour de parler d'une nationalisation du secteur pétrolier au Gabon? Nationalisation, oui, pourquoi pas. De quelle manière? De la manière la plus optimiste possible. Parce que nous savons toujours que derrière, lorsque nous avons des investissements étrangers, ils sont appelés à, je dirais, se retirer à un moment ou à un autre. Et à partir de ce moment, il n'y a que des sociétés nationales pour prendre le relais de l'activité. C'est ce que nous comptons et c'est pour ça que nous entendons diversifier et nous entendons impliquer beaucoup de nationaux dans l'exercice, n'est-ce pas, de l'exploitation-production. Mais si je ne m'abuse, ça fait quand même plus de 60 ans, 70 ans ou plus qu'on exploite le pétrole, mais toujours il n'y a pas eu une société gabonaise qui a pris le relais de ce qu'ont fait les multinationales, monsieur le ministre. C'est vrai. Donc est-ce que c'est vraiment possible? C'est possible, mais le tout d'abord c'est de vouloir et après cela il faut se donner les moyens. Lorsque l'on a enregistré effectivement qu'ici, là, il s'agisse de l'exploration-production, c'est des pans à forts capitaux, c'est des pans qui sont onéreux et pour lesquels les sociétés nationales ou les nationaux n'ont peut-être pas les moyens pour démarrer. Lorsque par contre nous arrivons à enregistrer des champs qui sont en fin de vie, oui, il s'agit pour nous, n'est-ce pas, de pouvoir reprendre la main parce que les contrats aujourd'hui sont favorables à ce que l'exploitation soit reprise, n'est-ce pas, par les nationaux. Et lorsque vous parlez des moyens, vous faites allusion à quoi? Aux personnes comme vous qui sont aussi brillantes dans les métiers du pétrole ou vous parlez des moyens techniques, infrastructurels? D'abord aux moyens financiers, mais également aux compétences des industriels, ceux-là qui ont la capacité technique, n'est-ce pas, de pouvoir assumer la charge. Quel est aujourd'hui le bilan de la GOC, monsieur le ministre? Le bilan de la GOC aujourd'hui repart sur les beaux auspices. Nous avions enregistré des pertes colossales les années antérieures, mais aujourd'hui, à fin 2020, nous avons pour la première fois enregistré des bilans positifs, n'est-ce pas, pour ce qui est des résultats de la GOC. Est-ce qu'elle pourrait fermer, comme il se dit un peu ça et là? Non, nous ne pensons pas qu'elle doit fermer ici là, parce que maintenant, encore une fois, les bilans sont positifs. Et tout ce que nous regardons, ce qui commande, je dirais, la progression, c'est plutôt la rentabilité. Et ici, vu que la GOC devient rentable, nous ne voyons aucun intérêt à ce que nous fermions. Et qu'en est-il de la Société équatoriale des mines? La Société équatoriale des mines est également dans le même pan, mais un peu différemment. Il s'agit plutôt du secteur minier, oui, pour lequel nous savons que beaucoup d'efforts dans l'exploration-production et dans, j'allais dire, la production en elle-même soit proprement dite. Concrètement, monsieur le ministre, parce que le Premier ministre l'a dit, l'heure n'est plus au discours, on aimerait, les Gabonais aimeraient savoir, quand on met en place la SEM ou la GOC, est-ce que c'est pour permettre au Gabon d'avoir plus de parts dans ces secteurs-là ou qu'est-ce qui se passe? Non, c'est plutôt pour s'approprier la paternité des activités. Nous savons aujourd'hui que la plupart de ces activités sont conduites par les sociétés multinationales, oui, qui ne sont pas, je dirais, des propriétés de la République. Ici, il s'agit pour nous de nous assurer que la ressource étant la nôtre, nous avons au moins les compétences, n'est-ce pas, pour assurer et assumer l'après ou la période post-départ des multinationales si elles décidaient de se retirer. Prenons l'exemple, monsieur le ministre, puisqu'on parle des mines, de la Comilog, par exemple, qui exploite le minerai du manganèse à Mwanda. Quand on met en place la SEM, est-ce que la SEM a un droit de regard sur ce que Comilog fera? Comment la SEM prend part à cette exploitation-là? Comment elle est partie prenante finalement? La SEM est un partenaire et un partenaire qui a effectivement un droit de regard sur l'ensemble et la conduite des activités par, je dirais, tout opérateur qui arrive. C'est le bras séculier de l'État, oui, en ce qui concerne le suivi des activités proprement dites sur le terrain. Elle a, je dirais, des parts d'action dans le capital social. Elle a également une part de responsabilité dans, j'allais dire, le suivi de ce qui se fait au quotidien. Elle rapporte et prépare des bilans pour l'administration. Et pour le compte de l'administration, c'est encore une fois l'œil et l'oreille, n'est-ce pas, de l'administration pour ce qui est de la comptabilité générale et physique. Est-ce qu'elle a également pour mission de travailler avec les petites et moyennes entreprises qui sont par exemple dans les mines ou dans le gaz et le pétrole? Mais bien sûr.
particulièrement dans les mines, parce que pour la SEM, c'est dans les mines. Oui. Mais il faut comprendre que l'échelle d'une exploitation peut varier depuis la phase de démarrage jusqu'à la fin. On peut commencer très petit et devenir très grand, ou encore commencer assez grand et puis devenir petit. Cela dépend bien sûr de la taille de ce que nous voulons faire et l'envergure de ce que nous voulons donner à notre entreprise. Oui. D'accord. On va arriver donc au deuxième point sur l'économie et la diversification du secteur pétrolier et minier. Quels sont les quotas justement des redevances pétrolières et minières? Combien revient à l'État et qu'est-ce qu'on fait de cet argent après, monsieur le ministre? Pétrole d'abord, après les mines. Bien. Il faut rappeler que l'exploitation-production, qu'il s'agisse du pétrole ou des mines, n'est-ce pas, est réalisée sur la base d'un contrat. C'est pendant la rédaction du contrat que l'on discute des différentes... les quotas, des parts. Des coûts de part et même des taxes et à reverser au titre, n'est-ce pas, de revanche par les différentes entreprises. Et à partir de ce moment, il y a que les lois, à la fois pétrolières et minières, n'est-ce pas, fixent le cap et un encadrement bien strict là-dessus. Je prends l'exemple Total, monsieur le ministre. Combien Total donne à l'État? Nous savons, si vous permettez, pour ce qui est, par exemple, des contrats d'exploration et de partage de production, aujourd'hui, la RMP, qui est la taxe la plus en vue, commence autour de 7% et monte jusqu'à 13%. Seulement? Ce n'est pas seulement, c'est déjà substantiel, parce qu'à côté de la RMP, il y a, vous comprenez bien, d'autres taxes, n'est-ce pas, qui sont arrivées. Mais avec ça, on ne peut pas envisager une nationalisation du secteur. Monsieur le ministre, on n'est qu'à 7-13%. Ça représente quasiment pas grand-chose. Non, le pourcentage dans la prise des parts, ici, il s'agit des participations, non pas des parts, mais je disais bien de la RMP. Il s'agit de la redevance minière proportionnelle qui est, je dirais, reversée par les sociétés au titre de l'exploitation qui est faite. Il ne s'agit pas des participations au capital. Les participations au capital, lorsqu'elles sont ouvertes, elles peuvent même être prises à 100%. C'est entendu. Je pense que Marielle en parlait de financièrement, combien Total, par exemple, reversé à l'État. Oui, parce que je veux bien qu'on fasse un distinguo entre les parts au capital et les redevances qui sont reversées. C'est entendu. Il ne s'agit pas de la même chose ici. La Comilogue reverse combien à l'État? Ou de façon globale, combien dans le secteur minier les entreprises reversent-elles à l'État? Est-ce que c'est 30% de ce qu'elles engrangent comme bénéfice? C'est fonction du contrat. C'est pas fixe, c'est fonction de chaque contrat. N'est-ce pas? Et le contrat a été négocié à différents endroits, à différents moments, je veux dire. Et aujourd'hui, il y a d'autres éléments que nous arrimons, n'est-ce pas, pour ce qui est des contributions des opérateurs, que ce soit pétroliers ou miniers, n'est-ce pas, au budget ou aux participations, n'est-ce pas, du développement de l'État. Il y a à savoir qu'au-delà de la RMP, nous avons désormais introduit la RSE, n'est-ce pas, responsabilité sociétale. On va y arriver, monsieur le ministre, par rapport à la RSE. N'est-ce pas, de contribution de l'opérateur, n'est-ce pas, au développement, n'est-ce pas, des communautés et de la République. Monsieur le ministre, est-ce que l'après-pétrole est une réalité ou c'est juste une inquiétude? L'après-pétrole, vous savez, on en parle déjà depuis avant même que je ne sois moi né. On a toujours parlé de l'après-pétrole. Vous vous rendez compte que 50 ans plus tard, on continue encore de parler de l'après-pétrole. Est-ce que les réserves sont épuisées au niveau du Gabon? Les réserves se renouvellent à chaque fois. Il faut comprendre qu'effectivement, la première préoccupation d'une industrie lorsqu'elle arrive à s'installer, c'est, je dirais, de s'assurer que son niveau de réserve est confortable. Et avec cela, il y a non seulement l'exploitation qui se fait pour lesquelles les réserves s'amenuisent, mais il y a surtout les efforts d'exploration qui sont entretenus dans le but, n'est-ce pas, de susciter, n'est-ce pas, la découverte de nouveaux gisements, d'autres réserves, n'est-ce pas, qui viendront à, je dirais, s'additionner à celles existantes. Et puisqu'on est dans le secteur pétrolier, permettez-moi, monsieur le ministre, aujourd'hui, est-ce que l'État pense à aller aussi du côté du gaz? Bien sûr, c'est d'ailleurs aujourd'hui l'indication et l'instruction que nous avions reçue de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour lequel, dans le cas du PAT, plan d'accélération de la transformation, aujourd'hui, le gaz est un aspect que l'on nous demande de regarder fortement et de développer. À cet effet, vous savez que aujourd'hui, nous avons des opérateurs qui s'y intéressent particulièrement. La plupart du gaz que nous utilisions, d'ailleurs, gaz domestique, était importé.
Aujourd'hui, nous avons des actions qui vont dans, je dirais, la construction d'infrastructures liées à la mise à disposition et à l'exploitation du gaz. C'est le cas pour ce qui est des opérateurs sur les champs Perenco, pour ne pas le citer. Vous avez le droit de citer, au niveau de Sodara également des activités de construction qui y sont, et dans des infrastructures supposées à accueillir et mettre, je dirais, en sous-emballage. Vous avez SGPP récemment, où nous avons assisté, je dirais, à la requalification de la sphère, de la grande sphère de SGPP. Mais il y a à côté de ça aussi des projets de construction des centres de remplissage, notamment à Mwanda, à Njolé, à Lambaréné, pour ne pas les citer. C'est ici, là, des activités qui sont fortement à incidence gazière, pour lesquelles le plan d'accélération de la transformation nous commande aujourd'hui, n'est-ce pas, de regarder avec beaucoup plus d'attention. Oui, mais ce pacte, monsieur le ministre, ne tient pas compte du fer. Qu'est-ce qu'on en fait, monsieur le ministre? Le fer dans les mines. Oui, dans les mines aussi, les aspects sont regardés. Il faut rappeler ici que les efforts d'exploration se poursuivent, n'est-ce pas? Et les schémas de développement, par contre, prennent beaucoup de temps. On entend par ce fait la nécessité d'avoir non seulement, j'allais dire, des infrastructures d'exploitation, mais surtout des schémas d'exportation, n'est-ce pas, d'évacuation, et ceux-là parfois nous font défaut. Est-ce que ce n'était pas aussi le rôle de la SEM de faire toutes ces prévisions-là? La SEM, avec l'ensemble des structures administratives, a pour mission de s'assurer qu'elle accompagne les opérateurs. Si elle a la possibilité de le faire, oui, elle le ferait. Mais encore une fois, le développement des structures minières n'est pas adossé qu'à la seule SEM que nous connaissons. Et donc, encore ici, il y a des partenaires privés qui peuvent arriver à développer ces aspects-là. Et c'est le cas des études qui sont aujourd'hui préconisées par notamment la China Railroad Corporation pour la construction, n'est-ce pas, des voies d'évacuation, n'est-ce pas, de ces minerais de fer, si tel est que la faisabilité est démontrée. Il y a, monsieur le ministre, récemment eu un scandale autour de l'exploitation illégale de l'or. Et on aimerait savoir, est-ce que si cela se fait encore comme ça, est-ce que si les orpailleurs illégaux prennent la main dans le secteur, c'est pas parce que l'État serait absent? Lorsque nous parlons d'exploitation illégale, informelle peut-être, illégale. Illégale et informelle, parce qu'il s'agit d'abord de ce que la pratique est faite par des clandestins. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'elle est faite dans des lieux qui n'ont pas toujours été des lieux déclarés par l'administration, où l'administration des mines est absente. Et donc, à partir de ce moment, nous ne pouvons pas dire que c'est le fait que l'administration n'y ait pas été. Il s'agit de savoir que si on doit procéder à une activité qui nécessite des autorisations, on vient d'abord solliciter et obtenir les autorisations nécessaires sans pour autant se lancer, j'allais dire de manière clandestine. Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas moyen de collaborer avec ces orpailleurs illégaux, parce qu'ils vous ont quand même aidé à avoir des repères, à savoir qu'à tel endroit on trouve de l'or? Est-ce que vous ne pouvez pas travailler avec eux, monsieur le ministre, plutôt que de les condamner? Nous ne pensons pas forcément que les taux et les volumes qui sont d'intérêt pour les artisans soient ceux-là qui soient, je dirais, d'intérêt pour les industriels. C'est pour cela qu'au-delà même des traces qui sont souvent vues, observées, nous avons des efforts dans l'exploration, dans la recherche, lorsque ces permis viennent à être octroyés à des industriels. C'est plutôt l'envergure, c'est plutôt la concentration, c'est plutôt les volumes qui seront produits, n'est-ce pas, qui poussent un investisseur, n'est-ce pas, à finalement se peser pour effectivement. Donc finalement, pour tous ces minerais, nous ne sommes que dans l'exploration, monsieur le ministre? Non, non. Il y a déjà aujourd'hui l'exploitation qui se fait dans différents endroits. Nous avons aujourd'hui ACM qui exploite dans la zone de Njolé.
Nous avons à côté, en Dangui, dans le Guélolo, des exploitations qui se font. Nous avons dans la Ngounié également l'exploitation qui se fait. C'est beaucoup d'endroits comme ça. Nous avons dans la zone de Makokou, Jinlin, qui est également, n'est-ce pas, est désormais exploitant. C'est beaucoup d'exploitations aurifères qui se déroulent. Nous avons des intéressements aujourd'hui par Binlac dans le Boumango et bien d'autres. Donc, c'est dire qu'il y a de l'intéressement derrière l'activité minière telle qu'elle est envisagée. Tel que vous le dites, on a l'impression que le Gabon ne sera jamais pauvre, en tout cas. Et sans transition, nous voici donc au troisième et dernier axe de cet échange sur ce plateau. Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, il est prévu juridiquement que chaque société exploitante contribue au développement local. Or, au regard des tableaux que nous présentent les villes de Mwanda et de Port-Gentil, on n'a pas l'impression que ces entreprises investissent dans les localités où ils exploitent les minéraux. Cela peut s'apparenter comme cela, mais nous pensons que c'est plutôt une perception qui ne reflète pas la réalité. Ah bon? Vous êtes à Mwanda, monsieur le ministre? À Port-Gentil? Oui, parce que il faut comprendre que toute l'exploitation qui se fait, aussi bien dans le cadre du pétrole que celui des mines, n'est-ce pas, est encadré. Et dans cet encadrement, c'est des lois qui sont des lois de la République. C'est des textes qui sont des textes de la République qui dictent comment est-ce que l'activité devrait être gérée et comment est-ce que les RSE, notamment, devraient être également gérés. Est-ce que l'État va sur le terrain pour... Il se trouve que, oui, pour ce qui est de la RSE, notamment, contrairement à l'opinion, la RSE est gérée par des commissions. D'accord. Des commissions quadripartites, où on y trouve au sein de ces commissions aussi bien l'administration de tutelle, donc l'administration des mines et hydrocarbures, les autres administrations décentralisées soient-elles, le représentant des populations ou des communautés locales et bien entendu le représentant de l'opérateur. Il y a pour chacun des RSE ou chacune des RSE une commission qui reflète, n'est-ce pas, cette réalité. Il se trouve que également dans ces commissions, c'est l'administration qui a la responsabilité de la présidence. Et donc, cette présidence de commission donne à l'administration la main sur, j'allais dire, le suivi, le dictat de ce qui devrait avoir. Mais, au-delà de ça, il y a que la trésorerie est gardée au sein de l'opérateur. Il n'y a aucun financement qui est sorti de l'opérateur si tel est que les projets n'ont pas encore été sélectionnés et validés. Maintenant, chose curieuse et que l'on ne répète pas assez, c'est que les projets sont choisis. Les projets sont rankés ou classés par les représentants ou par les communautés. Ce n'est ni l'administration qui dicte, ce n'est ni l'opérateur qui dicte, ce sont les communautés qui emmènent la liste des projets qu'ils souhaiteraient voir. Laissez-moi avancer là-dessus, parce que c'est vraiment très fondamental. Très important. À partir du moment où la liste est transmise, cette liste est reprise au niveau de la commission et elle est discutée, débattue. Débattue en présence non seulement des représentants des communautés, mais très souvent en présence de toute la corporation de la communauté. C'est-à-dire que les commissions, lorsqu'elles sont convoquées, elles sont sous la responsabilité du président de la commission, avec les représentants des autres départements administratifs, notamment les gouverneurs, notamment les maires, quand il s'agit de communes, notamment les préfets lorsqu'il s'agit des districts, notamment les présidents ou les membres des collectivités locales lorsqu'il s'agit des départements. L'ensemble de ces personnels, n'est-ce pas, étalent le chapelet des doléances ou des projets qu'ils ont sélectionnés. Ils les rankent
Parce que vous comprenez bien que ce n'est pas à l'administration des hydrocarbures de venir dire qu'ici on va construire une école ou que ce sera un forage qui sera. Ce sont les communautés qui, entre elles, s'accordent à prioriser. Une fois la priorité mise, alors on regarde les budgets avec l'opérateur. Est-ce que les budgets sont conséquents? Si les budgets sont conséquents, eh bien, on regarde désormais qu'on lance les appels d'offres. Lesquels appels d'offres ici sont prioritairement destinés aux sociétés locales. Et donc, lorsque les offres sont reçues, elles sont dépouillées et les marchés sont adjugés. Sur cette base, le ministère des hydrocarbures et des mines a la responsabilité désormais d'adresser une correspondance à l'opérateur pour dégager, sur la base de ce que la commission a arrêté, validé, sélectionner l'adjudicataire, de demander que les paiements soient faits. Et donc, c'est seulement la correspondance par le ministère qui part vers l'opérateur. Oui. L'opérateur qui dégage les fonds auprès de la société adjudicataire. Et la société adjudicataire, n'est-ce pas, réalise les travaux. Lesquels travaux, désormais, sont suivis à la fois par les représentants et les communautés tout entières, par les représentants des collectivités locales ou de l'administration décentralisée, les représentants de l'administration en charge des mines et hydrocarbures et les représentants de l'opérateur. À la fin, lorsque l'ouvrage est livré, cet ouvrage est restitué à la communauté via les collectivités locales, parce que c'est à elles désormais qu'incombera la responsabilité de gérer ce bien. Monsieur le ministre, c'est important ce que vous dites et c'est très édifiant parce qu'on comprend mieux comment se passent les choses. Mais on a envie de vous prendre un cas concret. Dans le département des Timbou et là-bas, là où coule le pétrole à flot, pourquoi aujourd'hui il manque encore de dispensaires? Les écoles ne sont pas aux normes. À qui incombe cette responsabilité? Est-ce que les populations doivent attendre que cette commission très bien élaborée, comme vous le dites, siège et ensuite débloque les fonds de l'opérateur, etc., etc. Il y a urgence, monsieur le ministre. Oui. Quid donc de la solidité du corpus juridique, monsieur le ministre? Madame, permettez-moi de diverger avec ce que vous êtes en train de dire. Allez-y, monsieur le ministre. Parce qu'effectivement, il se trouve que c'est tout à fait le contraire que nous regardons. Encore une fois, je vous disais ici que la sélection des priorités n'est pas faite par le ministère ou par l'administration. C'est aux communautés entre elles-mêmes. Oui. Et vous serez surpris de ce que je vous apprenne que les dispensaires, la construction des dispensaires, la mise à disposition des médicaments, l'achat des médicaments font partie, n'est-ce pas, des aspects qui sont pris en compte et régulièrement contentés dans la RSE, tel que vous le dites. J'ai quelques chiffres, si vous voulez bien. Allez-y, donnez-nous les chiffres, monsieur le ministre, on est là pour ça. Je regardais ici, pour que les populations soient éclairées. Je vous dirai pêle-mêle, pour ne pas citer certains des acteurs, parce que c'est la République, mais accompagnée avec les acteurs. Et donc là-dedans, nous avons par exemple Valco, nous avons Morel & Prom, nous avons Eni, nous avons Assala, nous avons Comilog. Pour ce qui est de Valco, dans la commune de Mayumba, il y a dotation en médicaments et équipements médicaux, forage hydraulique, réhabilitation des écoles de la commune A, ambulance médicale, éclairage des lampadaires solaires, par lampadaire solaire. Ça, c'est rien que pour la commune de Mayumba. Dans les téléspectateurs de Mayumba apprécieront, monsieur le ministre, pour voir si... Et ce que je dis, n'est-ce pas, ça a été livré, et ça a été livré, j'allais dire, au vu et au su de tous les téléspectateurs. Nous partons sur Morel & Prom, par exemple, pour comprendre que la réhabilitation de l'école primaire, n'est-ce pas, 9 forages ont été réalisés, la réhabilitation de l'école, plus de dispensaires et construction, plus de logement des instructeurs, et ça, c'est dans les lacs Ezanga, n'est-ce pas, au sud. Nous avons également la dotation en médicaments et équipements, n'est-ce pas, pour ce qui est de la commune de Ndindi, pour, je dirais, encore une fois, toujours dans la province de la Nyanga. Alors, nous allons ici, là, nous avons au niveau de l'estuaire, par exemple, dans le Como Océan, nous avons eu, avec Eni, la dotation de 2 véhicules de transport Land Cruiser, une ambulance médicalisée, la dotation en matériel d'entretien d'espace vert. Monsieur le ministre, on a compris que vous suivez donc les activités de ces sociétés pétrolières-là. Tout à fait, parce que là-dessus, il faut... Ce document est-il confidentiel? Auquel cas, vos services de communication peuvent le rendre public afin de savoir... Nos services de communication ont accès à tous ces informations. On va poursuivre, Marielle. Et pour poursuivre, monsieur le ministre, comment un pays producteur de pétrole, je reviens encore là-dessus, peut manquer
parfois de gaz butane ou de carburant à la pompe. Il nous arrive de constater des pénuries de gaz butane. Comment ça se fait, Monsieur le ministre? Pourtant, vous avez dit que désormais, le Gabon a les capacités de produire. Nous avons aujourd'hui l'instruction dans le PAT d'accélérer la transformation en nous intéressant à un développement le pan-gaz. Oui. Mais avant cela, la structuration nous faisait défaut. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre à bras le corps et ça prendra, je dirais, quelques temps d'ici à ce que... Le PAT, c'est 2023, monsieur le PAT, c'est 2023, mais quand je parle de peu de temps, vous avez bien relevé que la réhabilitation de la sphère l'a été. Les constructions que je suis en train d'évoquer sont en cours. C'est bien des activités qui sont palpables. Quand vous passez CSGPP aujourd'hui au port, vous pouvez le constater. Ce n'est pas, j'allais dire, quelque chose qui est poussé au calendrier. Mais ce que je veux dire ici, c'est que quand on regarde l'activité pétrole proprement dite, elle est différente de l'activité gaz. Il faut déjà que l'on sépare. Quoique nous parlions ici, là, tous des produits hydrocarbures. Oui. Il s'agit normalement de quelque chose qui, n'est-ce pas, s'exploite de façon un peu différente. C'est-à-dire que la technologie est peut-être la même, mais les installations et infrastructures ne sont pas forcément les mêmes. C'est déjà la première chose qu'il faut regarder. La deuxième, c'est de comprendre qu'il y a parfois des délais entre les mises en bouteille et l'acheminement pour que nous regardions cela et nous l'observons sur le marché. Oui. Et ça ne veut pas dire que désormais nous sommes en rupture, nous sommes en pénurie. Il se trouve simplement que lorsque l'approvisionnement n'a pas été conséquent, eh ben, ce que l'on constate, c'est que les bouteilles manquent sur les étalages et à partir de ce moment, pour, j'allais dire, le grand public, c'est la pénurie et c'est cela que nous déplorons dans la manière de décrire assez souvent. C'est une gêne véritable. Et ce projet alors de renforcement des capacités de stockage au niveau de la SGEPP, où est-ce que vous en êtes, Monsieur le ministre? Il est acté, les premiers éléments ont déjà été livrés, il y en a encore d'autres qui arrivent. Nous avons non seulement pour ce qui est du gaz, mais nous avons aussi le dépôt. Il y a le nouveau dépôt qui se trouve dans le port Olam, n'est-ce pas? C'est un dépôt flambant neuf qui devrait voir son exploitation démarrer à début septembre 2021. Allez, tout de suite, les questions des populations. Georges Massavala, ancien enseignant de l'enseignement technique. Monsieur le ministre, à quand la transparence dans les revenus liés à l'extraction des minerais et du pétrole au Gabon? Je me présente Armel, je suis gabonais. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tout ce qui sort comme ressources financières par rapport au pétrole vendu, les populations n'en bénéficient pas. Parce que véritablement, on ne voit rien. À quoi sert ce ministère dans un pays comme le nôtre, qui a autant de richesses minières, autant de richesses de sous-sol, et qu'on n'est accentué que sur des points, sur la vente de ce pétrole-là. Rien que sur la vente. On ne développe pas autre chose. Les routes sont là. Le goudron que nous avons chez nous, le pétrole que nous avons chez nous qui produit du goudron, on le paye cher. Les entreprises le payent cher pour pouvoir bitumer ces routes-là. Mais dites-moi comment on peut avancer dans cet état d'esprit. Monsieur le ministre, vous avez écouté vos compatriotes. Ça va de la question de la transparence dans les revenus à la question du réel constat de ce à quoi servent finalement les financements engrangés dans les secteurs pétroliers et miniers. Merci de me poser la question. Pour ce qui est de la transparence, je dirais que le Gabon aujourd'hui est en train de réintégrer les ETI. Les ETI ici, là, justement, c'est la référence de traçabilité en matière de production et recettes relativement dans l'industrie extractive, notamment le pétrole et les mines. Je pense que c'est une bonne chose et si nous repartons là, c'est justement pour pouvoir arrimer, n'est-ce pas, la véracité entre ce que d'aucuns pensent ou beaucoup pensent, n'est-ce pas, et la réalité des faits, pour arriver justement à mettre, je dirais, une passerelle entre effectivement ce qui est produit, ce qui est payé à l'État et qu'est-ce que réellement nous en faisons. Pour ce qui est de où est-ce que l'argent part, je pense que, sauf si je ne m'abuse,
nous avons remarqué au fil des années que ce qui a toujours été contributeur au budget de l'État, ça a toujours été le pétrole. Aujourd'hui, il compte encore pour près de 60% dans, je dirais, la confection du budget. Dans les années antérieures, il pesait pour jusqu'à près de 80%, voire même 90%. Donc c'est reconnaître qu'aujourd'hui, tous les flux qui sont engrangés par l'activité pétrolière sont reversés pour contribuer au budget de l'État. Et au niveau du budget, il y a, je dirais, à partir de ce moment, une répartition qui est faite, qui ne dépend pas du ministère du pétrole, mais plutôt qui dépend, je dirais, des priorités, n'est-ce pas, que nous assignons par rapport, je dirais, au développement de notre pays. On va poursuivre avec les micro-trottoirs. Les gens qui sont portés à la tête d'un tel département sont conscients que la bouteille de gaz, tous les produits sont vraiment chers. Quand on regarde tous les pays producteurs du pétrole, pourquoi c'est seulement au Gabon? Je dirais même en Afrique centrale, mettons l'Afrique centrale. Pourquoi c'est seulement au Gabon où le litre d'essence, gasoil augmente nuit et jour? Et la conséquence est laquelle? C'est que nous qui n'avons pas de voiture, les clandomanes ont doublé les tarifs. Les taximans ont doublé les tarifs. Vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que concrètement vous nous apporterez demain? Je suis Kevin et je suis gabonais. Nous sommes conscients qu'il y a des pollutions qui se font par les exploitants pétroliers et nous sommes tentés de nous demander quelles sont les politiques mises en place par le responsable des hydrocarbures pour éviter cela. Nous pouvons citer au passage les exploitants tels Morel et Prom dans la zone de Lambaréné et Pérenco pour la zone de Port-Gentil. Alors que M. le ministre nous dise s'il est sur ça, si alors des mesures sont prises pour arriver à éradiquer ce phénomène. Bonjour Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour exploiter de l'or ou du diamant dans le Gabon? Monsieur le ministre, les coûts à la pompe ne cessent de grimper. Pourquoi et comment on peut les maintenir à la baisse? Là encore, permettez que je diverge avec vous et avec beaucoup de nationaux. Parce que voyez-vous, on affirme, et les statistiques montrent que depuis juin 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le juillet 2021, les prix n'ont pas varié à la pompe. À la pompe. Les prix des carburants n'ont pas varié à la pompe. Les prix de gaz non plus n'ont pas varié. Pourtant, si l'on vient à se souvenir, on comprendrait que le baril du pétrole sur le marché, lui, il a aussi. Il est parti de 20 $ et aujourd'hui, ce baril se vend désormais à plus de 70 $ le baril. Or, nous savons que la transformation, ou plutôt le raffinage pour l'obtention des produits blancs est faite à partir de chaque baril, n'est-ce pas, de pétrole brut. Si déjà le pétrole brut lui-même, donc si le baril est parti de 20 à 70, quel aurait été le prix aujourd'hui si nous devions l'arrimer réellement au prix d'achat du baril à l'international? Je ne pense pas que nous nous situerons, n'est-ce pas, dans la stabilisation telle que nous avions. Mais nous avons reconnu cela parce que nous comprenons la période difficile de pandémie, nous comprenons les pertes d'emplois qui sont enregistrées et l'État, le gouvernement, prend sur lui de soulager les difficultés des ménages en y apportant, je dirais, une couche de bombe qui fasse qu'on demande, n'est-ce pas, le maintien et de ne pas appliquer stricto sensu les prix tels qu'ils sont calculés obtenus. Pour la question de la pollution, que fait l'État pour sanctionner les coupables de ces pollutions-là? Il y a effectivement des pollutions que nous enregistrons, mais nous ne restons pas les bras croisés. Nous avons les textes d'abord que nous demandons d'appliquer. Nous avons les contrôles et les suivis que nous partons. Nous avons les sanctions que nous infligeons, n'est-ce pas, à ceux-là qui sont pollueurs.
Il se trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas à la seule administration des hydrocarbures de suivre l'activité par rapport, je dirais, au pan pollution. Qui doit le faire? Il y a également, non, ce n'est pas que qui doit le faire, nous le faisons aujourd'hui, et nous le faisons, n'est-ce pas, en bonne intelligence avec d'autres administrations, notamment l'administration en charge de l'environnement, qui est impliquée également lorsque nous avons des cas de pollution déclarés. Lorsque nous avons des victimes, il y a le ministère en charge de la justice, n'est-ce pas, qui s'occupe de les dédommager, qui est impliqué. Et là-dedans, effectivement, s'il y a des sanctions, alors aussi bien pénales que autres, n'est-ce pas, elle se charge, n'est-ce pas, de les faire appliquer. C'est le cas aujourd'hui, et dans le cas de pollution, dans certaines parties du Gabon que nous avons enregistrées, vous êtes sans ignorer qu'il y a des actions en justice qui ont été introduites et pour lesquelles, aussi bien dans l'administration, nous recherchons les voies et moyens, mais nous n'arrêtons pas pour autant, je dirais, le pan judiciaire, n'est-ce pas, de lui aussi avancer dans ses démarches. Peut-être la question suivante, Monsieur le ministre. La dernière question de votre compatriote. Qu'est-ce que je fais pour exploiter l'or ou le diamant au Gabon? Ça, c'est d'ailleurs beaucoup plus simple. Pour les Gabonais, nous avons pensé que c'est le moyen le plus facile, n'est-ce pas, de pouvoir pallier, je dirais, à la précarité. Et c'est pour cela que nous avons introduit les livraisons des cartes Expar. Les cartes Expar sont des cartes d'exploitation qui sont délivrées aux seuls Gabonais. Il se trouve que malheureusement, alors que vous délivrez la carte Expar à un Gabonais, lorsque vous arrivez pour constater l'exploitation, vous verrez que ce Gabonais prend sa carte Expar et la transmet, je dirais, à un étranger ou un expatrié. Et c'est plutôt l'expatrié que vous trouvez, n'est-ce pas, sur la face en train de travailler ou de creuser, alors même que l'autorisation délivrée l'a été, n'est-ce pas, au nom d'un Gabonais. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour toutes vos réponses. Merci, Marielle, pour vos questions aussi pertinentes. On va passer donc à la deuxième partie, Monsieur le ministre, c'est le débat. Allez, deuxième partie. Bonsoir, Monsieur Sylvain Mayabi Binet, bienvenue sur le plateau de Face à vous. Vous êtes le secrétaire général de l'Organisation nationale des employés du pétrole, l'ONEP. Vous avez suivi la première partie dans nos loges. Vous avez donc des questions à poser à Monsieur le ministre du pétrole, des mines et des hydrocarbures. Le débat est ouvert, Monsieur Mayabi. Merci. Je vous remercie au nom de l'Organisation nationale des employés du pétrole pour nous faire l'honneur d'échanger sur ce plateau avec Monsieur le ministre, notre ministre de tutelle. Et éventuellement, nous avons quelques questions à échanger avec notre ministre. Monsieur le ministre, nous allons commencer par la situation de la Société nationale des hydrocarbures, encore appelée Gabon Oil Company. Cette société qui a été mise en place par l'État gabonais avait une vision pour que le Gabon, qui est un pays pétrolier, arrive à atteindre un certain nombre d'objectifs. Et aujourd'hui, la Gabon Oil Company a à son actif 2 champs, notamment la Remboué, où la production n'a toujours pas démarré, et le champ de Mbumba, qui a été hérité de Total Gabon, là où la production est à un certain niveau, mais un peu loin de ce que était la production au temps de Total Gabon. C'est quoi les véritables problèmes de la GOC et quel plan de restructuration pour que cette entreprise soit une entreprise qui rapporte à l'État gabonais de l'argent? Pour ainsi dire, je dois scinder la question en deux. En ce sens qu'il y a des aspects liés à la GOC en tant que structure et il y a des aspects liés à l'exploitation des champs qui en résultent. Pour ce qui est de la structure GOC, je dois dire que les missions n'ont pas changé. La GOC a été créée et continue d'être aujourd'hui la structure par laquelle, n'est-ce pas, la commercialisation de pétrole brut par Gabonais hérité dans les partages de production des CEPP, n'est-ce pas, est commercialisée. Ça, c'est le premier aspect.
la commercialisation du pétrole brut des parcs gabonais dans les CEPP. Le deuxième est la reprise et l'exploitation pour le compte de l'État pour des gisements qui ont été délaissés, que l'on classerait de marginaux ou qualifierait de marginaux. C'est le cas aujourd'hui pour ce qui est de Remboué, c'est le cas pour ce qui est de Mbumba. S'agissant de Remboué particulièrement, nous connaissons que Remboué a été désherbé, pour lesquels toutes les colonnes ont été remises en surface. Et aujourd'hui, les coûts pour repartir vers une exploitation sont beaucoup plus onéreux que ce que nous connaissions au départ. Sachant bien que déjà, dans le cadre d'une exploitation d'un champ nouveau, elles sont déjà élevées. Combien de fois le sont-elles encore lorsqu'il s'agit d'un champ qui a déjà produit un maximum de ses réserves? S'agissant toutefois de Mbumba, Mbumba, effectivement, mais c'est le cas de l'exploitation, c'est à l'exploitant de nous dire. Parce que nous savons tous que lorsque un champ vient à être ouvert, généralement, après un plateau ou d'ailleurs même une phase ascendante, nous assisterons à un décrochage. C'est ce que nous reconnaissons souvent et nous appelons la déplétion. Si Mbumba est en déplétion, c'est normal que l'on enregistre, n'est-ce pas, des baisses de production telles que nous sommes. Mais je ne pense pas que cela soit le cas, parce que Mbumba encore a démontré que les résultats des volumes que nous avons aujourd'hui sont la conséquence d'accidents. À mon sens, il s'agit plutôt du fait que GOC n'ait pas été capable, n'est-ce pas, de réaliser des travaux, de mener les travaux, n'est-ce pas, nécessaires au maintien du niveau de production tel que nous le connaissions à l'époque. Monsieur le ministre, ces travaux, cette incapacité, c'est financière ou technique? C'est quoi le problème? Je pense que c'est très souvent les deux. Il y a que, les coûts, lorsqu'il s'agit de ces activités, ce sont des travaux de reprise de puits, ce sont des travaux d'accès aux puits, ce sont des travaux de reconditionnement des puits, et tous ces travaux, aussi bien que les travaux de forage de nouveaux puits, sont coûteux et onéreux. Il y a également la disponibilité des équipements et la combinaison, vous connaissez ces derniers temps de la Covid-19, n'a pas été rendu facile, je dirais, le marché et l'accessibilité, n'est-ce pas, aux appareils de forage ou d'entretien de puits. C'est encore là une autre combinaison qu'il faut qu'on regarde. Mais ça doit être regardé, je dirais, dans les détails. Pour ce qui me concerne, je pense que c'est la combinaison des deux. Est-ce qu'on peut dire que la GOC n'était pas prête à embrasser la phase operating de ces objectifs fixés par l'État? Nous ne pouvons pas dire que la GOC n'était pas prête. Nous avons vu ici des opérateurs qui arrivent et qui ne sont opérateurs que par le nom. Parce que derrière, il s'agit d'une programmation, parce que nous connaissons qu'aujourd'hui, la plupart des activités qui sont réalisées dans les sites pétroliers sont conduites par des sociétés de services. Et ce n'est pas à l'entité proprement dite de réaliser ces travaux. Par contre, les capitaux sont de l'entité. La supervision est de l'entité. Donc GOC, tout comme Total, tout comme Perenco, n'est-ce pas, ça rime à cela et je ne vois pas pourquoi est-ce que, parce qu'on l'appellerait GOC, on ne serait pas capable, n'est-ce pas, de voir que ce schéma soit mis en place. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons passer à l'aspect formation. Nous nous intéressons à l'Institut du pétrole et du gaz du Gabon, qui est à Port-Gentil. À Port-Gentil, oui. En effet, qui a été mis en place par décision du Conseil des ministres délocalisé à Port-Gentil, dans le groupe maritime, le 4 mars 2010. Quel est le bilan de cette école qui a été annoncée comme étant celle-là qui va permettre de former des Gabonais dans les métiers pointus du pétrole pour que progressivement la gabonisation des postes soit une réalité? Peut-être que nous n'avons pas été capables de sortir des cuvées en nombre satisfaisant, si c'est votre préoccupation, mais nous avons néanmoins vu que de l'école des pétroles et des gaz de Port-Gentil, il en est sorti, n'est-ce pas, des ingénieurs, il en est sorti des techniciens supérieurs, tous qui ont été absorbés par les entreprises de l'industrie. Exactement, Monsieur le ministre, en 10 ans, il est sorti 30 ingénieurs et environ 60 techniciens supérieurs à l'IPG, qui sont effectivement déversés dans les entreprises du secteur pétrolier. Vous le dites si bien, il s'agit là de 80 hommes en 10 ans. Et normalement, dans une carte d'ingénieur, 80 pour 10 ans, ça revient à 9 pour chaque année. Je pense que c'est un bilan éloquent. Monsieur le ministre, est-ce que l'arrivée de ces ingénieurs et techniciens dans les sociétés pétrolières ont permis de réduire l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère?
Vous et moi connaissez que jusqu'à aujourd'hui, la plupart des travaux pointus, n'est-ce pas, font toujours appel à la main-d'œuvre étrangère, et c'est dire que le nombre qui est sorti n'est pas suffisant. Si tel est qu'ils ont été absorbés et que le nombre, on continue à avoir une arrivée d'expatriés, c'est que le nombre n'est pas suffisant. Et je suis, moi, au regret de constater que ici, là, il va falloir encore, je dirais, former, et c'est tout l'intérêt, n'est-ce pas, de faire perdurer cette école. La dernière cuvée est sortie en 2018, de 2018 à 2021, et il n'y a pas de formation en cours. Est-ce qu'il y a un projet là-dessus ou bien c'est un abandon? Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de formation. Il s'agit qu'un des curricula peuvent être amenés à être revisités, et c'est peut-être le cas. Il s'agit ici là des écoles supérieures, des écoles pointues, des écoles spécialisées. Il ne s'agit pas de ce que chaque année, forcément, il y ait, je dirais, des sorties de QV. Mais il s'agit pour nous de nous assurer que la structure est viable, elle est existante et elle participe, n'est-ce pas, de la mission dont elle a été créée. Ok, donc l'IPG n'est pas une réponse à la résolution de la situation de la main-d'œuvre étrangère utilisée abusivement et illégalement dans le secteur pétrolier. La gabonisation donc, du secteur, il parle de cela, monsieur le ministre. Si on a une main-d'œuvre qui est beaucoup plus étrangère, ce n'est pas envisageable la gabonisation. Je ne peux pas dire cela. Il se trouve que, l'IPG en forme, mais forme en nombre pas suffisant. Et donc, l'objectif souhaité ici est la formation de Gabonais. Maintenant, combien de Gabonais? Ça dépend de qui on peut avoir. Et vous savez que l'accès se fait sur admission après, je dirais, des concours. Ce n'est pas, je dirais, sollicité simplement qu'on arrive à être admis là dans cet établissement. Il s'agit pour nous de nous assurer que ceux qui rentrent répondent, n'est-ce pas, aux critères qui sont formulés d'avant. Monsieur le ministre, ça fait plus de 80 ans d'histoire de pétrole. Dans le secteur pétrolier aujourd'hui, on a toujours des opérateurs, des grutiers, des superviseurs électriciens, mécaniciens, instrumentistes, des chefs de site, donc des opérateurs de cadre, qui sont toujours des expatriés, payés à des coûts de millions, supportés par le budget de l'État gabonais. Monsieur le ministre, à quand un programme fixe et ferme de valorisation des compétences nationales et de gabonisation des postes? Il y en a suffisamment, M. Yabi? Avant la réponse de M. le ministre. Est-ce qu'il y en a suffisamment, s'il vous plaît, par rapport à ce que vous demandez? C'est la responsabilité du gouvernement de former des compétences, s'il n'y en a pas suffisamment. Vous avez les informations s'il y en a ou il n'y en a pas? Mais les compétences, il y en a. Oui, monsieur le ministre, la réponse, s'il vous plaît. Bien. Voilà. Je pense ici là que lorsque nous parlons de formation, il y a des offres de formation qui sont données à différentes échelles. Nous avons bien sûr au niveau de l'IPG, mais nous avons également au niveau de centres de spécialisation professionnelle à Port-Gentil pour les métiers de pétrole et de gaz, qui font dans, j'allais dire, la sidérurgie, qui font dans la production, qui font également dans la tuyauterie. Vous le connaissez bien, et vous savez que là-dedans, nous avions aussi eu à prendre déjà des éléments qui étaient en activité dans les différentes compagnies pour les ramener. Et vous savez parfois que le problème de leur qualification a souvent été posé avec acuité. 80 ans après, monsieur le ministre, c'est ce que vous avez dit, monsieur Yabi Binet. Oui, 80 ans, mais 80 ans, il faut bien qu'on se prépare. Oui, parce que 80 ans après, il faut comprendre que ceux-là qui avaient la formation, à un moment, ils vieillissent et ils s'inclinent. Il va falloir renouveler, non seulement pour remplacer numériquement ceux-là qui vieillissent, mais également, il faut reformer en nombre substantiel pour que le nombre de disponibilités ou de disponibles soit augmenté de manière à combler, j'allais dire vite. Au-delà de ça, si nous n'en avons pas, nous allons revenir pour toujours avoir recours à la main-d'œuvre étrangère. Monsieur le ministre, la réalité, c'est qu'il y a de nombreux Gabonais qui sont en chômage, qui sont opérateurs, qui sont grutiers, qui sont électriciens, mécaniciens, instrumentistes, capables d'occuper des postes de superviseurs maintenant, superviseurs électriciens, chefs de site, qui sont déployés, et même par des majors pétrolières, pour ne pas les citer, Perenco, Assala, ainsi de suite. La réalité, c'est qu'il n'y a pas une volonté politique pour qu'un contrôle strict et efficient soit fait et pour que des instructions fermes soient de nos employeurs et que du côté du ministère du Travail, où les autorisations d'emploi sont données à tout vent, que cette situation s'arrête. C'est une volonté politique. Peut-être une autre question, on va à la fin du débat. Bien sûr, bien sûr. Ça, monsieur le ministre? Je voulais réagir pour dire que
nous parlons ici d'un secteur pour lequel il y a bien sûr l'évaluation qui est faite. Il ne s'agit pas pour chacun de se pointer pour demander d'être embauché et que l'opérateur directement le prend. Cela obéit à un critère et un critère de sélection. Je ne peux pas, moi, dire aujourd'hui qu'il y a suffisamment qui en ont, si tel est qu'ils n'ont pas été embauchés. Je connais que par ailleurs, on peut parler de ce qu'il y a quelques-uns, mais de là à venir me rappeler que ici, là, tous ceux-là qui sont au chômage aujourd'hui devaient venir combler, je ne pense pas, parce que s'ils sont au chômage, c'est qu'ils ont déjà travaillé avant. Et pendant qu'ils travaillaient alors, nous n'étions pas, je dirais, en taux de pléthorique. Nous étions toujours en manque. Ça voudrait dire qu'il n'y en avait pas assez. C'est du moins la réflexion que moi, je peux faire à ce point. Monsieur le ministre, prenez les informations. Vous vous rendez compte que depuis le début de la crise pétrolière 2014 en 2021, le taux de la main-d'œuvre étrangère dans les sociétés du secteur pétrolier a augmenté. Je suis surpris. Pendant que je suis surpris, je suis surpris, n'est-ce pas, de cette affirmation, M. Mayabi, parce que je reconnais tout de même qu'aujourd'hui, par rapport, je dirais, à la pandémie, beaucoup d'activités ont baissé. Beaucoup de forages ne s'y font plus. Beaucoup de développement des champs ne s'y font pas. Beaucoup de production ne s'y font pas. Et alors que nous savons que les vols ont été révisés, nous savons qu'ils ont été réduits. Nous regardons que la fréquence des transports des opérateurs et collaborateurs sur les lieux sont changées, notamment par les exigences de Covid, pour lesquelles il y a un protocole à respecter. Nous ne voyons pas, j'allais dire, des allées et venues qui soient au-dessus du flot que nous avions avant la pandémie. Bien au contraire, nous enregistrons une dégression de ces nombres. Alors, d'ici là, à affirmer qu'il y en a beaucoup plus qui arrivent et qu'ils y sont, je ne sais pas quelles sont les statistiques. Une dernière prise de parole, M. Mayabi Biné, s'il vous plaît, avant la fin de ce débat. Oui. Deux choses très importantes. La gestion de la Covid-19 dans le secteur pétrolier. Monsieur le ministre, le 21 juin écoulé, la société Total Gabon a adressé à ses travailleurs une communication où il disait qu'à compter du 15 septembre, tous ceux qui ne se feront pas vacciner n'accéderont plus à ces sites pétroliers. Êtes-vous au courant? Avez-vous donné cette autorisation à Total Gabon? Nous encourageons les Gabonais, en tant que membres du gouvernement, parce que c'est le meilleur moyen de défense que nous connaissions aujourd'hui, à aller se faire vacciner. Désormais, au-delà de se faire vacciner, s'il y a que les protocoles sont prescrits pour être différents d'une société à une autre, ça, je n'ai pas encore, je dirais, cette information. C'est vous qui me l'avez communiqué en ce moment. Donc, vous encouragez le vaccin obligatoire? Vaccin obligatoire, c'est pas ce que l'on dit. Personne n'a jamais dit que le vaccin était obligatoire. Mais nous encourageons les Gabonais, et j'encourage fortement les Gabonais à aller se faire vacciner. Ce que je suis en train de vous donner comme information, c'est que la société Total Gabon a indiqué vous avez ajouté obligatoire, M. Mayabi. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous encourageons les Gabonais à aller se faire vacciner parce que c'est le meilleur moyen de se préserver, de préserver autrui, de préserver sa famille. Et donc, à cela, je encourage également. Le gouvernement encourage les Gabonais à aller se faire vacciner. Maintenant, de là à dire que nous n'avons rendu le vaccin obligatoire, c'est vous qui me le dites. Alors ne me mettez pas les mots qui sont les vôtres dans la mienne. Êtes-vous pour ou contre le vaccin, M. Mayabi? C'est personnel. Alors, donc si c'est personnel, vous comprenez que moi, en tant que membre du gouvernement, je vous encourage à aller vous faire vacciner. Voilà, on va peut-être s'arrêter là, M. Mayabi Biné. Vous avez un dialogue social qui se poursuit au niveau du ministère. Il y a une question très importante. C'est votre dernière question, M. Mayabi Biné. Il n'y a pas de problème. Le dialogue social, c'est extrêmement important. Oui. Et nous sollicitons de M. le ministre qu'il nous éclaircisse sur la politique de dialogue social initiée par le ministère du Pétrole dans son champ, notamment au travers du secteur pétrolier. Vous trouvez qu'il est inexistant? Nous pensons qu'il est beaucoup plus absent que... Monsieur le ministre, vous allez y répondre ou vous préférez peut-être lancer un appel pour que vous voyez dans les tout prochains jours? On est arrivé au terme de l'émission. Nous allons tendre la perche à M. Mayabi pour dire que le dialogue social, il est entretenu au niveau de chaque institution. Au niveau de l'administration des mines que j'anime, personnellement, le dialogue social est maintenu. Et nous l'encourageons, n'est-ce pas, au niveau de chaque société. Nous l'encourageons au niveau de GOC, nous l'encourageons au niveau de Pisolub aujourd'hui, nous l'encourageons au niveau de Sogara, nous l'encourageons pour toutes les sociétés pétrolières existantes.
Le dialogue social, ce n'est pas la prescription, n'est-ce pas, du ministre en charge des mines qui doit venir s'assurer que le dialogue social est là. C'est une exigence, n'est-ce pas, dans les lois qui régissent l'emploi au Gabon, qui régissent, je dirais, l'utilisation du personnel. Et à partir de ce moment, n'est-ce pas, nous encourageons fortement. De là à s'intéresser à ce que ce soit le ministre qui soit présent, c'est peut-être ce que vous aurez souhaité voir, oui. Mais ce n'est pas le cas. Merci, monsieur le ministre. Juste quand il est informé. Merci. Vous allez poursuivre la discussion au niveau du ministère des Mines, du pétrole et hydrocarbures. Je suis désolé. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin donc de cette émission. Merci à vous, monsieur le secrétaire général de l'Organisation nationale des employés du pétrole, monsieur Sylvain Mayabi Binet. C'est la fin de ce numéro de Face à vous. On va se retrouver prochainement. Portez-vous bien.